Lundi 22 juin 2026, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à chacun et à tous dans votre matinale, là où nous vous servons le meilleur de la télévision. Notre tout premier invité, ça va être au téléphone. Nous sommes en vacances et vous le savez, comment est-ce que nous pouvons aider nos enfants à passer d'agréables moments pendant ces vacances, des vacances profitables. On en parle avec le premier invité qu'on installe au téléphone avec ce jingle. Il a été très longtemps acteur du monde des jeunes, acteur du monde des enfants. Il a participé à leur formation. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais puisque la retraite est une autre vie active, nous le sollicitons pour être avec nous en direct dans cette émission. Le professeur Toussaint Sagbo-Fanou, c'est avec lui que nous allons discuter de cette thématique qui consiste à savoir comment est-ce que les enfants peuvent passer d'agréables moments, des moments profitables pendant ces vacances. Professeur Toussaint Sagbo-Fanou, bonjour. Bonjour, cher ami, et bonjour à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir répondu à notre appel. À votre avis, les vacances devraient consister à quoi quand on décide de les passer à son profit? Merci pour cette opportunité que vous me donnez. D'abord, les vacances sont supposées être des moments de repos, des moments de reprendre un peu toutes les énergies perdues. Mais il ne faut pas confondre vacances avec laxisme où on passe tout le temps au repos à dormir. Ce n'est pas ça les vacances. Les vacances, c'est un peu changement d'activité, changement d'attitude. Et puis, c'est vrai qu'il y a le repos dedans. Si vous avez, par exemple, l'habitude de vous réveiller à 6 heures tous les jours ou à 5h30 pour être à l'heure à 7 heures ou à 8 heures, pendant les vacances, vous n'avez plus cette obligation-là. C'est d'ailleurs là la meilleure partie du repos qu'on vous donne pendant les vacances. Et pendant les vacances, vous n'êtes pas obligé de passer 4 heures, 5 heures de temps à étudier à la maison ou quelque part. Donc voilà la première compréhension que nous devons avoir des vacances. Mais les vacances vous permettent aussi de faire d'autres activités, des activités qui sont très bien pour votre physique et même pour votre mental. Donc, à première vue, voilà ce que je pourrais dire, comment je pourrais répondre à votre première question. Alors, professeur Toussaint Sagbo-Fanou, comment est-ce que l'on pourrait faire la répartition entre le repos et des activités ludiques ou des activités profitables aux enfants pendant ces vacances? Voilà, vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais allés en apprentissage, des élèves évidemment, des apprenants, mais qui ne sont jamais allés en apprentissage, par exemple dans un atelier de soudure ou de menuiserie, mais pourtant qui savent le faire. Pourquoi? Parce que leur père, leur oncle, un parent à eux est peut-être charpentier ou bien menuisier, et pendant les vacances, au lieu de passer tout le temps à flagorner par-ci, par-là, à se balader, à faire des discussions inutiles, ils vont pendant quelques heures, chaque jour, bien tous les deux, je ne sais pas, 2 ou 3 jours par semaine, ils vont dans ces ateliers pour voir comment ça se passe. Et c'est une façon d'apprendre, une façon de compléter un peu le savoir qu'ils ont, de toutes les théories qu'ils ont eu à accumuler. Là, ça ne veut pas dire qu'ils vont là maintenant pour prendre des diplômes de menuisier, de soudeur. Non, 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 pas du tout. Mais ils y vont, ça fait une variété pour leur cerveau, leur mental. Ils apprennent facilement et peut-être même, vacances sur vacances, ils deviennent des gens qui pratiquent très bien ce métier-là sans en avoir un diplôme bien précis. Donc, à la maison aussi, il n'est pas interdit d'aider les parents. Parce que si vous êtes en vacances et que votre maman, vous êtes une jeune fille, une jeune apprenante, votre maman est au marché tous les jours. Maintenant que vous êtes en vacances, au moins 1 ou 2 ou 3 fois par semaine, vous l'accompagnez au marché. Ça vous permet même d'ailleurs de prendre de bons contacts, de voir comment est le monde extérieur à part votre salle de classe. Vous allez, vous discutez, vous aidez maman, vous savez comment se font ces opérations. C'est une sorte de formation gratuite qui vous permet d'évoluer et de mûrir autrement qu'en tant qu'élève et ceci, cela. Voilà un peu comment il faut profiter des vacances.
et ne pas se dire vacances, c'est dormir jusqu'à 9 heures, dormir tous les jours jusqu'à 10 heures, parce qu'on a fait 9 mois de cours. Maintenant, on a dit vacances, je dois dormir tout le temps, je ne dois plus rien faire. Jamais, jamais, jamais. Il faut faire des exercices. Il y a du sport à faire. Il y a une activité principale qu'il ne faut pas louper pendant les vacances, c'est la lecture. La lecture. La lecture, ou plutôt les livres, sont des professeurs qui sont à votre disposition tous les jours, des professeurs que vous pouvez consulter lorsque vous en avez un petit bout de temps. Surtout pendant les vacances, il ne faut pas les laisser de côté. Ça vous forme, ça vous reforme. Voilà un peu quelques petits exemples pour profiter des vacances, pour les utiliser à bon escient. Professeur, il est dans notre tradition en tant que Béninois, pour ne pas dire africain, lorsque viennent les vacances, on envoie les enfants chez un parent, une tante, un oncle, et quitte à ce qu'ils ramènent quelques fournitures scolaires vers la fin des vacances. Mais est-ce qu'on maîtrise toujours ce que l'enfant va faire chez ce parent? Voilà, vous avez posé une très bonne question. Tant qu'on ne maîtrise pas correctement le milieu où l'enfant va passer les vacances, il vaut mieux ne pas l'y envoyer. En supposant que vous-même ici, vous le maîtrisez très bien, vous suivez ses activités, vous le suivez, vous savez comment le cadrer, le recadrer, ainsi de suite. Parce qu'une fois arrivé au village, et ça pour les filles c'est encore plus grave, une fois arrivé au village, l'enfant peut développer des relations très malsaines et commencer à avoir des contacts, et même le milieu où les contacts là peuvent l'amener à baisser sur le plan du rendement qu'il avait, de l'efficacité qu'il avait à l'école. Ça fait un. Il va peut-être nouer des relations qui ne sont pas des relations positives. Il va peut-être rencontrer, il va chez des parents, chez les parents chez lesquels on l'envoie, peut-être des parents qui n'ont pas vraiment cette rigueur qu'il faut pour éduquer nos enfants, et on le laisse. Il va peut-être jouer du matin jusqu'au soir, il revient le soir, c'est à peine qu'il se lave, et puis déjà il est au dodo, et puis c'est pas du tout bon. Il faut s'assurer que là où va l'enfant, c'est c'est un autre centre de formation, entre griffes. Il faut s'assurer aussi que les parents là-bas, ou bien les oncles là-bas, les tantes, l'encadrent. Et si vous n'êtes pas sûr de cela, si vous n'êtes pas sûr non plus de sa sécurité, parce qu'après tout, nous sommes en Afrique et au village, si vous n'êtes pas sûr de sa sécurité, alors là, ne l'envoyez pas en pâture au lion, parce que tout peut arriver là-bas et vous allez regretter après. Donc là, c'est une question très importante. Or, le village peut apporter beaucoup à l'enfant. L'enfant qui est resté tout le temps à l'école, dans le milieu urbain, on lui parle du village. Quand il va expérimenter le village en direct et physiquement, ça peut beaucoup l'arranger dans ses réflexions et bien dans ses écrits, dans ses prestations à l'école. C'est ça le village, la vie rurale. Quand il accompagne quelques parents au champ, par exemple, pour voir comment se font les activités champêtres, sans être condamné à y être tous les jours, évidemment, là, c'est une expérience qu'il est en train d'acquérir par rapport à ses frères ou à ses amis qui sont restés dans le milieu urbain. Le village a ses avantages, mais il faut faire beaucoup attention. Il faut s'assurer que là où on envoie l'enfant, on maîtrise, et que l'enfant aussi est assez sage pour rester là où on l'a mis. Voilà. Merci beaucoup, professeur Toussaint Sagbo Fanou. Si je vous demandais votre mot de la fin pour résumer cet entretien que nous avons eu au profit de nos vacanciers et vacancières. Alors, je voudrais dire vacances, c'est repos, mais ce n'est pas repos matin, midi, soir. Non, vacances, c'est une autre forme qui vous permettra d'être en forme, parce que vous allez vous reposer, vous allez faire un peu de sport, vous allez faire des activités à la maison, je sais pas. Mais là, ça vous arrange beaucoup, et je voudrais demander à tous les élèves, à tous les apprenants qui sont en vacances, de profiter pleinement de leurs vacances en ne laissant pas de côté ce qu'ils ont appris à l'école. Il faut fouiller un peu pour voir si on n'avait pas compris très bien telle et telle chose, lire un peu, s'exercer, converser avec papa, suivre un peu les activités de ses parents, et puis voilà, vous allez passer de très bonnes vacances, et non passer tout le temps à dormir, parce que quand vont arriver, ou bien quand va arriver la rentrée, vous serez comme un avion
un Antonov qui décolle difficilement pendant que tous les autres sont déjà en très haute altitude, vous serez encore en train de vous rechercher ici en très basse altitude. Donc non, parce que vous auriez passé tout le temps à dormir, à vous coucher. Même physiquement, ce n'est pas bon pour votre physique. Donc tous les élèves doivent comprendre que vacances, c'est une autre forme de travail, mais dans le repos. Merci, voilà, professeur Sabo Fanou. Merci d'avoir répondu à notre appel et surtout d'avoir éclairé les uns et les autres sur comment est-ce que l'on pourrait passer donc des moments profitables pendant ces vacances. Je vous souhaite une très belle journée, professeur. Merci beaucoup, pareil à vous tous et à tous vos collaborateurs. Merci. Allez, chers amis téléspectateurs, voilà, nous avons fini avec le professeur Toussaint Sabo Fanou. Chacun sait désormais ce qu'il faut faire pour passer de bonnes vacances, de bons moments dans ces vacances-là. Loin de toutes vacances, elles sont au travail. Je veux parler des autorités béninoises et nigériennes. Elles travaillent d'arrache-pied pour que la coopération entre les deux pays se décrispe complètement. La preuve, les autorités nigériennes ont passé 2 jours à Cotonou en séance de travail avec celles du Bénin pour que dans la démarche engagée par le président Romuald Wadagni et le président Tiani, les deux peuples puissent se parler franchement et ouvertement. Justement, et pour en parler, nous avons sur ce plateau un analyste politique, un journaliste qui observe très bien cette affaire de très près. Alphonse Moïse Soudé, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, chers confrères, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Après son voyage au Niger, les choses semblent aller très vite. Une commission a travaillé pendant 15 jours. Le Bénin a accueilli une délégation nigérienne. Quelle lecture faites-vous de ce processus engagé par les deux présidents ouest-africains? Je crois que tous les Béninois, tous les compatriotes sont contents parce que pendant 3 ans, les frontières sont restées fermées. Le Bénin a perdu, le Niger aussi a perdu. Donc nous avons les deux nations tout intérêt à ce que la coopération reprenne. Donc pour nous, c'est un soulagement que le nouveau président fasse ce premier pas-là. Parce que vous avez beau être élu à un bon score, vous devez avoir un rapport de bon voisinage. C'est ça qui permet, parce que dès que votre maison prend feu, c'est le voisin d'à côté qui vient vous aider à éteindre le feu. Donc, je salue la dynamique du président de la République qui a décidé de détendre l'atmosphère au niveau des pays limitrophes. Et quand je suis un peu les négociations, la délégation nigérienne est venue au Bénin, ils ont discuté, ils ont mis sur la table leurs exigences. Et que ça, c'est ce qu'eux, ils ont exigé. Bon, nous n'avons pas les informations sur les exigences de la partie béninoise. Mais quand vous lisez un peu les exigences, il y a que c'est normal que l'on signe un accord de sécurité et de défense. C'est un pacte de non-agression. Ton territoire ne doit pas servir à l'ennemi pour m'agresser et je ne dois pas permettre à l'ennemi de partir de mon territoire pour t'agresser. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais le deuxième élément qui va naturellement poser problème, c'est la transparence militaire. Vous savez, pendant longtemps, nos amis nigériens ont accusé le Bénin d'abriter des bases militaires françaises et que c'est à partir de Bénin que l'on attaquerait le Niger. Donc, en parlant de transparence militaire, c'est-à-dire qu'on veut voir clair. Mais pendant longtemps, le gouvernement béninois du président Patrice Talon n'a pas reconnu le fait. Au président Romuald Wadagni, à travers le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedi, ces autorités ont toujours dit que ce n'est pas le cas, que les Nigériens peuvent même venir visiter notre territoire. Maintenant, ils sont venus. Et justement, quand vous voyez la deuxième exigence, quand on parle de transparence militaire, on veut comprendre quels sont les pays avec lesquels le Bénin a signé un accord de défense, de coopération, quels sont les tenants, les aboutissants, quelle est l'importance, quel est le rôle des formateurs étrangers sur le territoire béninois, parce qu'on parle de ceux qui sont positionnés autour des frontières. Donc, ils veulent comprendre quelle est la quintessence de l'accord qui nous lie. Parce que vous savez très bien que entre le Niger et la France, ce n'est plus la lune de miel. Donc, a priori, on peut dire que le Niger veut poser ses conditions pour que le Bénin ne puisse plus coopérer de façon militaire avec le maître à penser. Donc, ça pose un problème. À ce niveau-là, il va falloir que chaque État tienne compte des intérêts de son pays, parce que l'ennemi commun, c'est peut-être, le Bénin n'a rien contre le Niger et le Niger n'a rien contre le Bénin. Donc, on a voulu mettre la main ensemble pour lutter contre le même ennemi. Donc, aujourd'hui, on veut savoir
savoir qui sont ceux qui sont nos partenaires, parce que la transparence militaire, c'est ça. Maintenant, le dernier élément qui est fondamental, c'est la coopération en renseignement. Vous ne pouvez mener aucune lutte si vous n'avez pas l'information. Tout à fait. Et donc, il faut de façon croisée que les deux pays se partagent les informations. Et là, il faut mettre une cellule en place parce que l'information ne peut pas être donnée à tout le monde. Il faut quand même une cellule de spécialistes, de techniciens pour étudier les informations afin d'identifier les poches de djihadistes pour que les tirs soient croisés, pour qu'on n'ait pas en rang dispersé. Donc je dis, ils ont posé leurs conditions. Le gouvernement béninois va se retrouver avec les spécialistes de la sécurité et de la défense pour étudier. Donc bientôt, le Bénin va se rendre au Niger pour leur porter la conclusion des réflexions qui ont été menées autour des exigences du Niger. Alphonse Moïse Souré, quand on sait que pendant longtemps, le Niger a accusé le Bénin d'abriter des bases militaires françaises et tout le reste, le Bénin a démenti l'information. Aujourd'hui, si ce problème revient sur le tapis dans cette négociation engagée par les deux présidents, à votre avis, quelles sont les chances de réussite, ne serait-ce que sur ce point-là? Non, je crois que le Bénin a toujours fait preuve de transparence parce qu'on avait demandé aux autorités nigériennes d'envoyer les spécialistes sur le terrain pour identifier les endroits où se trouvaient les bases militaires. Donc le Bénin est prêt à... Ce qui n'a jamais été le cas. Ce qui n'a jamais été le cas. Maintenant qu'on exige une certaine transparence militaire, le Bénin va laisser parce qu'on n'a aucun intérêt, ni le Bénin ni le Niger n'ont aucun intérêt à ce que la fermeture des frontières persistent parce qu'il y a des gens qui vivent des activités commerciales. J'ai dit la dernière fois, vous avez les chauffeurs, vous avez les transporteurs, vous avez ceux qui déchargent. Vous avez les commerçants. Les commerçants, tout le monde. C'est tout un écosystème, en fait. Les deux pays ont tout intérêt à ce qu'on aille loin. Donc, le Bénin n'a jamais dit au Niger de ne pas venir sur le territoire béninois. S'ils ont des informations, dans la cellule, la coopération en renseignement, ils pourront partager les informations parce que c'est trop facile de dire que le Bénin abrite des bases militaires. Le Bénin, quand même, c'est un État souverain. Et le Bénin choisit de faire ces accords en Guinée. Ces accords nous ont quand même permis, quand il y a eu tentative de coup d'État, d'être secourus par nos voisins et par la coopération militaire. Donc, on ne peut pas, du coup, dire au Bénin de résilier tous ces contrats. On va s'entendre. C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Donc, ce n'est pas forcément... le Bénin aussi pourrait demander au Niger une transparence militaire de voir quels sont les pays avec lesquels vous êtes en accord et qui occupent l'espace de nos frontières. Donc, c'est un sujet sensible. Et le débat appartient aux techniciens. C'est un problème militaire, c'est un problème de sécurité. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas des réponses. Le Bénin ne peut pas exposer à la face du monde ces réponses. Donc, quand ils vont regrouper les informations, ils vont se rendre au Niger et ça va se discuter underground. Ce n'est pas un truc qu'on fait sur la place publique parce que c'est très sensible. Hein. Le renseignement, l'information en matière de défense et de sécurité, c'est très sensible. On ne met pas ces informations-là à la portée de tout le monde parce qu'on ne sait pas de quel côté se trouve l'ennemi. Donc, c'est des informations qui doivent être protégées quand ils vont se voir ensemble. Après, nous, on va juste constater que les frontières sont ouvertes et que les activités ont repris. Justement, parlant des frontières qui doivent être ouvertes, c'est là le leitmotiv final de ces échanges-là. Et est-ce que vous pensez que les fruits pourront tenir la promesse des fleurs, surtout en ce qui concerne les commerçants, les opérateurs économiques qui, disons, utilisent ces frontières-là pour leurs affaires? Oui, je crois que les opérateurs économiques, les transporteurs se préparent déjà. Si ce n'était pas les raisons techniques, dès que notre président s'est rendu là-bas, on aurait pu déjà ouvrir les frontières. Le lendemain, par exemple, mais il y a des dispositions techniques qu'il faut prendre. Donc, les opérateurs économiques, les commerçants, tout le monde est prêt à reprendre les activités. Ils n'attendent que le top des deux gouvernements pour reprendre. Donc, aujourd'hui, tout le monde est impatient pour qu'on reprenne parce qu'avoir coupé les activités pendant 3 ans, c'est beaucoup. Le Bénin ne peut pas se passer du Niger. Le Niger non plus ne peut se passer du Bénin. Et vous savez très bien que nos amis nigériens venaient acheter les véhicules au port de Cotonou. Tout à fait. Jusqu'à aller le port de Cotonou étant leur port naturel. Naturel parce qu'ils n'ont pas de port. Donc on est content que ces activités reprennent parce que les activités commerciales, la devise
va rentrer dans le pays, il y aura des emplois directs comme des emplois indirects. Parce que quand on parle de transport, il y a des gens qui sont chargés de charger des camions, d'autres pour les décharger. Et quand les Nigériens achètent des véhicules au port de Cotonou, il y a que nos compatriotes chauffeurs conduisent ces véhicules jusqu'à la frontière. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt. Quand on parle d'emploi, quand on parle de gagner sa vie, ce n'est pas forcément aller au bureau en cravate. Chacun crée son activité et se nourrit de cette activité. Donc il y a des gens qui se nourrissaient de la conduite des véhicules vers le nord. Il y a d'autres qui se nourrissent d'autres activités qui, entre-temps, ont été mises sous veilleuse. Donc, en ouvrant les frontières et en permettant aux opérateurs économiques de reprendre leurs activités, beaucoup de familles vont voir le sourire rejoindre leur maison. Alphonse Moïse Soudé, les autorités de part et d'autre ont engagé donc ces négociations pour qu'enfin il y ait décrispation entre le Bénin et le Niger. Alors, si vous devez faire un vœu, puisque les autorités béninoises sont annoncées très prochainement au Niger pour continuer ces négociations afin qu'on connaisse les conclusions. Quel serait votre vœu le plus cher? Je crois que je voudrais dire à nos autorités, après tout, le Bénin est un État indépendant. Le Bénin a ses réalités. Le Bénin sait ce qu'il va gagner dans l'ouverture de la frontière, mais le Bénin ne peut pas tout céder. Parce que on peut faire des compromis sans compromission. Donc, il faut qu'on puisse s'entendre sur le minimum pour que les activités reprennent. On ne peut pas dire que tout doit être réglé avant l'ouverture. On peut ouvrir et au fur et à mesure qu'on avance, suivre tout de près. Donc, je voudrais que les exigences soient étudiées par les services techniques. Ce n'est pas une affaire de politique, ce n'est pas une affaire d'intellectuels, mais il y a des spécialistes de la sécurité et de la défense et c'est des choses qu'on doit discuter dans un milieu très restreint parce que vous ne savez pas quel est le degré d'infiltration de l'ennemi qui peut disposer de vos informations parce que celui qui dispose de vos informations, il a votre vie en main. Il a votre vie en main. Donc, je voudrais demander aux autorités béninoises de faire preuve de sérénité, de ne pas s'inquiéter. Ce qui est sûr, les négociations ont commencé et les négociations vont aboutir et le Bénin va gagner, le Niger aussi va gagner. Parfait. Et c'est les deux peuples qui vont se sentir heureux après. Parce que nous sommes des peuples, il y a des Béninois qui sont nés au Niger, il y a des Nigériens qui sont nés au Bénin et qui font leurs activités. Parents béninois, des parents béninois. De l'autre côté, des parents nigériens. Oui, donc on a tout intérêt à ce que les activités reprennent. Nous avons à nous mettre ensemble pour combattre un ennemi commun. C'est ça. Merci Alphonse Moïse Soudé. Je crois qu'on aura fait le tour de la question. Merci surtout pour votre disponibilité. Et je ne vends aucun secret en disant que vous êtes l'une de nos personnes ressources très fidèles sur ce plateau. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci, pareil à vous. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer une première pause, histoire de revenir juste après. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine
et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Des événements à la une, il y en a et il y en aura toujours. Patrick est déjà à mes côtés pour en parler. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Ce matin, comment ça va? Ça va, vous avez passé un bon week-end, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. Avec oui. tous les programmes culturels qu'il y avait. Oui, les programmes culturels, c'était un week-end vraiment approvisionné en programmes. Il y avait des concerts un peu partout, des spectacles de rire, de fou rire, de sourire aussi. Pourquoi pas? Quand on dit fou rire, il y a Allez, sourire. Et sur les antennes de Béné TV, il y a une émission qui passe. On va parler de cette émission ce matin. On va parler de cette émission. L'émission CED. C'est Succès en direct. Succès en direct, c'est une émission qui passe sur les antennes de Béné TV. Une émission qui a fini sa première saison et la deuxième saison est en train de viser le Bénin. Le Bénin qui sera la capitale de Succès en direct. Et c'est pour cela que nous recevons aujourd'hui le cofondateur et le directeur général de Succès en direct. Il s'appelle Wetonou Palé. Bonjour, monsieur. Bonjour, Patrick. Comment vous allez? Monsieur Palé, bonjour et bienvenue à la maison. Merci, bonjour. Oui, bienvenue à la maison parce que quand on entend Wetonou, on se dit c'est béninois. Vous m'avez dit tout à l'heure que ce n'est pas béninois. Mais ça sonne béninois, Wetonou. Je suis profondément africain. Oui. Je me sens aussi chez moi. C'est vrai que quelquefois, on m'a plusieurs fois donné la nationalité béninoise. J'ai des camarades béninois, je leur ai dit qu'il va falloir que je vienne la chercher, cette nationalité. Ah, oui. Ce sera avec plaisir. Oui, mais pour l'instant, on parle de Succès en direct. C'est quoi Succès en direct? Voilà. Écoutez, merci pour l'opportunité. Succès en direct, c'est un programme. Oui. C'est un programme qui a pour vision très orientée sur du panafricanisme. Le panafricanisme orienté sur la valeur économique, l'aspect apport, mettre ensemble les Africains pour permettre à des entrepreneurs et des investisseurs de se réunir et de réaliser des missions pour donc cette zone de l'Afrique francophone subsaharienne. En cours, c'est ce que je peux dire, mais on peut aller plus fort. Oui, mais pourquoi une émission pour parler de l'entrepreneuriat? Pourquoi une émission spécialement, une émission télévisée? C'est une bonne question, Patrick. Vous savez, en 2022, j'ai fait un constat hier, celui de noter que seulement 1% des fonds qui sont levés au monde auprès des VC arrivaient en Afrique. Ah. Ça s'aggrave quand on va sur l'Afrique francophone parce que c'est 1/8, c'est-à-dire que chaque fois que 8 euros sont levés en France ou aux États-Unis,
c'est 1 euro qui arrive en Afrique francophone. Et donc 7 euros arrivent donc en Afrique anglophone. Ce constat a été pour nous le point de départ qui a fait qu'on a décidé d'agir et de faire quelque chose pour répondre à cette problématique. Alors cette problématique, on l'a notée, on l'a étudiée, on a essayé de comprendre pourquoi on en était là. Il y avait 3 sujets qui ont été relevés, qui nous ont fait agir. Le premier, c'était la question d'arriver à faire investir des Africains chez des Africains. Parce qu'effectivement, les fonds, les 1%, en famille 1% dont on parle, nous proviennent de l'étranger. Comment on fait pour mobiliser davantage de capital pour nous-mêmes en Afrique? Et on a constaté qu'il fallait effectivement que nos investisseurs co-locaux, qu'on se fasse confiance et qu'on mette du capital au local sur du contenu local. C'était le premier problème qu'on voulait adresser. Le second qu'on devait adresser, c'était la question de la formation. Quand on a parlé aux entrepreneurs qui étaient autour du sujet, à chaque fois qu'on leur en parlait, on comprenait qu'il y avait un besoin clair de formation ou de montée en compétence du capital humain. Notre objectif en arrivant aujourd'hui à faire cette émission de manière panafricaine, c'est de permettre aux Béninois, qui a une compétence spécifique donnée, de pouvoir partager avec le Gabonais, avec le Sénégalais, parce qu'effectivement, nos géographies sont dotées de certaines compétences qu'on peut se partager. Et au-delà de tout ça, c'est une émission mass market qui permet donc de faire de la formation, puisque les médias aussi ont cette mission. L'objectif, c'est de permettre aussi, avec cette émission, de pouvoir partager des éléments spécifiques, des éléments clairs qui permettent donc à ces entrepreneurs d'avoir ce niveau de formation. Et le troisième qu'on avait noté, c'était donc la question des marchés profonds. Quand les VC essaient, ou les venture capitalists, donc les investisseurs étrangers essaient d'arriver, ils parlent de la profondeur du marché. Et la profondeur du marché, on a pensé, on sait que les politiques sont en train de faire pas mal de choses. Il va falloir qu'au niveau individuel, au niveau privé, nous aussi on fasse quelque chose. On essaie donc de connecter les pays qui sont donc dans cette zone de l'Afrique francophone subsaharienne et permettre à ces entrepreneurs, aujourd'hui qui est au Bénin, de trouver quelqu'un qui est au Sénégal et de faire business. Aujourd'hui, on est arrivé à le faire et on est fiers de pouvoir Monsieur Palais, une très belle initiative, mais dans le contexte socio-culturel africain, il est de notoriété publique, pour ne pas dire que c'est un secret de polichinelle, que les Africains ne savent pas s'associer pour bâtir de grands groupes. Votre émission, votre initiative, est-ce que dans ce sens, vous avez des outils pour corriger le tir? Totalement. Le premier pilier de notre émission, ou si vous voulez, la mission de notre émission, c'est d'arriver à populariser, à rendre vulgaire pas dans le terme vulgaire, mais vulgariser le concept de l'investissement en capital. Comme vous le dites, et c'est très vrai, culturellement, on n'a pas envie de partager notre capital, on le mobilise, on veut être seul propriétaire de notre entreprise. Donc notre mission, c'est aujourd'hui, avec cette émission, déjà amener des investisseurs qui ont eu leur histoire, qui ont eu des choses qu'ils ont pu construire, et les amener à transmettre ce savoir et en le faisant de manière mass market, donc avec les médias, on arrive aujourd'hui à transmettre cette question, à arriver à communiquer ce besoin d'ouvrir le capital. Et ça, c'est vraiment la réponse qui sera donnée au bout de l'émission qu'on fait à chaque année qu'on va le faire. Oui, à chaque fois qu'on va le faire. Et Monsieur Palais, il y a que vous avez décidé que la deuxième saison soit un peu plus assise au Bénin. Avant de venir à ce choix, nous allons suivre un extrait de cette émission pour que les téléspectateurs qui n'avaient pas eu la chance de suivre l'émission puissent se retrouver et ceux qui avaient suivi puissent voir à peu près de quoi on est en train de parler. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Succès en direct. Ce soir encore, 3 nouveaux entrepreneurs vont se lancer dans l'arène avec un seul objectif, convaincre nos baobabs et décrocher le deal qui changera leur vie. Ici sur ce plateau, il y aura des rires, des émotions, des shows audacieux et surtout des histoires de courage made in Africa. Avant de découvrir nos entrepreneurs, accueillons comme il se doit nos baobabs du soir. Max Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur engagé et homme d'influence, il a investi dans des projets à fort impact social. Fabrice Nzé Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprises, actif dans divers secteurs d'activité également auprès des PME. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement du secteur privé et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance.
Sans oublier l'investisseur mystère, professionnel du business et de l'investissement. Il n'est pas sur le plateau, mais pourra intervenir à tout moment et proposer des partenariats aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Est-ce que vos coris sont prêts à partir? Ils sont prêts. À être investis dans les projets de ce soir? On est là pour ça. Très bien. Avant de découvrir les entrepreneurs de ce soir, on va ouvrir le Black Market. Aussitôt ouvert, aussitôt fermé, parce qu'il n'y a pas de deal ce soir. Donc, sans plus attendre, on ferme le marché et on découvre le premier projet de la soirée. Voilà, le marché est fermé et on découvre le premier projet, mais nous allons découvrir plutôt autre chose. La saison est achevée, je crois. Et pour cette nouvelle saison, vous avez décidé de venir investir au Bénin, de faire un grand tour au Bénin. Pourquoi le choix du Bénin? Écoutez, Patrick, merci. Le Bénin a toujours été dans nos radars. Ce n'est pas une première, mais on a vu l'engagement qu'on a eu avec le Bénin lors de la première saison et on ne voudrait pas s'arrêter du bon chemin. Alors, on a vu aussi l'écosystème entrepreneurial qui est en train d'être construit au Bénin et on a trouvé important d'engager ou d'inclure davantage le Bénin. L'objectif pour cette saison, c'est vraiment pouvoir faire du Bénin une base arrière qui va permettre donc de faire des efforts beaucoup plus avancés quand on parlera de panafricanisme. Alors, comme mot de la fin, qu'est-ce que vous espérez tirer du Bénin et dites-nous ce que les téléspectateurs peuvent attendre de cette émission pour le Bénin. Plusieurs choses. Alors, l'organisation de Succès en direct ou de l'émission se fait en 3 temps. Il y a un premier temps qui consiste à faire le recrutement des entrepreneurs. Pour cette première saison, 1000 entrepreneurs venant de 15 pays ont participé au sourcing. Deuxième temps, il y a une phase de formation de ces entrepreneurs. Et un troisième temps, on aura donc la partie tournage, donc l'émission qui se fait en réel. L'objectif pour cette saison, c'est de pouvoir arriver à faire la partie formation, spécifiquement formation, sur le territoire béninois, avec la trentaine d'entrepreneurs qu'on va recruter de tous les pays qui pourront participer. Donc l'objectif, c'est non seulement de faire cette formation ici, mais de partir du Bénin pour pouvoir faire un appel à candidature également, pour obtenir des projets plus solides, plus viables et permettre ainsi à l'émission de pouvoir continuer son chemin. On va donc souhaiter plein succès à Succès en direct. Oui. Merci. Et revenez-nous à la maison, faire le bilan à la fin de la saison, pourquoi pas. Ou bien même à mi-saison. Bien sûr, Parfait. mais aujourd'hui déjà, je souhaiterais profiter de l'antenne pour dire merci à l'ancien directeur général de Bénin TV, qui a saisi l'opportunité tout de suite. Mais avec elle, Vanessa Dandé, qui est au Gabon, qui a fait la mise en relation, ces personnes ont permis aujourd'hui que l'émission passe au Bénin et on est fiers de cela. Et on a pu réaliser de grandes choses. On pense que la saison 2 sera plus meilleure. Le meilleur reste à venir. Allez, merci beaucoup, M. Palais. On vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, on va poursuivre cette émission. M. Palais va céder sa place à un autre invité. Mais avant, Patrick, on va parler de Journée mondiale de la forêt tropicale. Oui, la Journée mondiale de la forêt tropicale, c'est le 22 juin de chaque année. Et pour en parler, nous avons interrogé l'Internet, nous avons interrogé des recherches et nous avons trouvé que forêt et jungle, ce n'est pas totalement la même chose. Quelle est la différence? On en parle dans cet élément. Ce lundi 22 juin 2026, on célèbre la Journée mondiale de la forêt tropicale. Cette journée est créée pour sensibiliser à la protection des forêts tropicales qui abritent 50% de la biodiversité mondiale alors qu'elles ne couvrent que 6% de la surface terrestre. Quand on parle de la forêt, mère des arbres, arbustes, arbrisseaux et autres végétaux, on pense aussi à la jungle, sa sœur. Forêt et jungle se différencient par leur densité, leur sol et leur climat. Primo, la forêt. 1. La densité. La forêt est constituée d'arbres plus espacés. Il y a de la lumière qui passe. On peut y marcher sans utiliser de machette ou autre coupe-coupe. 2. Le sol. La forêt a un sol souvent visible, avec des herbes, des buissons
et parfois des sentiers naturels. 3. Le climat. La forêt a un climat varié. Il y a des forêts tempérées, des forêts boréales, des forêts tropicales. Exemple, les forêts du Bénin, dont le caractère sacré les sauve de la destruction, la déforestation. Secondo, la jungle. 1. La densité. La jungle est ultra serrée avec moult végétation, maintes lianes, divers et diversifiés buissons partout. La jungle est impénétrable sans coupe-coupe, coutelas ou autre couteau. 2. Le sol. La jungle a un sol quasi invisible sous toute sa verdure. Un sol humide et boueux avec parfois des sables mouvants qui piègent tout être quelque peu lourd qui y met pieds et pattes. 3. Le climat. La jungle a un climat toujours tropical chaud et très humide à la fois. C'est une forêt tropicale dense et sauvage. Exemple, la jungle amazonienne et sa ribambelle de végétaux touffus qui font une kyrielle de thèse sur l'aventurier foutu s'il ne maîtrise sa faune et sa flore. En gros, le mot forêt vient du bas latin, le mot jungle vient du sanskrit. Toute jungle est une forêt tropicale humide, mais toute forêt n'est pas une jungle. En BD, bande dessinée, en dessin animé ou cartoon, ou en film, on a des humains rois de la forêt ou rois de la jungle. Tarzan, roi de la jungle, BD états-unienne créée en 1912 par Edgar Rice Burroughs. Tarzan a comme compagne humaine Jane, comme fils Jacques, comme mère adoptive la guenon Kala, comme compagnon singe ou chimpanzé Nkima, Terk ou Cheetah. Hakim, roi de la jungle, BD italienne créée en 1950 par Augusto Pedraza et Roberto Renzi. Hakim a comme compagne Rita, comme fils Jim, comme compagnons animaux Car le gorille, Zig et Ming les guenons, Rag le lion et Baroy l'éléphant. Zambla, roi de la forêt, BD franco-belge créé en 1963 par Guy Mpaye. Zambla a comme compagnons humains Yéyé le petit noir au casque de motard et Erasmus le blanc au chapeau haut de forme. Comme compagnons animaux Bouana le lion, Satanas le lynx chat sauvage et Pétoulé le kangourou. Tous ces personnages humains, rois de la jungle ou de la forêt, luttent contre les braconniers qui déciment la faune et contre les bûcherons qui déracinent la flore. Faune et flore étant la vie sylvestre de la forêt et de la jungle. Et de la vie de nos forêts et jungles dépendent aussi les êtres humains et leur vie. Loin des forêts à présent, Patrick Diossou, oui. Nous allons parler d'une fête identitaire. Oui, une fête identitaire. Vous savez, San Juan, quand on dit San Juan, c'est la prononciation espagnole ou la prononciation portugaise pour parler de Saint-Jean. Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le précurseur, celui qui a annoncé l'arrivée de Jésus. Et dans notre pays, depuis des lustres, ce que nous appelons les Agoudas, ils avaient cette fête-là, la fête de San Juan. Une fête qui, à un moment donné, n'était plus, on n'en entendait plus parler. Et certains ont dit
qu'il faut ressusciter cette fête. Et parmi ceux qui veulent ressusciter cette fête, évidemment, quand on parle d'Agouda, il y a des noms qu'on retient. Bien sûr. Il y a un nom Domingo, ce qui signifie dimanche, je crois. Oui. Olivier Domingo, bonjour. Monsieur Domingo, bienvenue à la maison. Merci. Alors, vous voulez célébrer la fête de San Juan. Oui, on veut célébrer la fête de San Juan, qui est une fête culturelle et identitaire à Bouddha. Et elle est d'abord religieuse parce que au Brésil, on fête cette fête par rapport à le prophète Jean-Baptiste. Oui. Et ensuite, c'est fêté également pour célébrer la récolte du maïs. D'accord. D'accord. Voilà. Super. Donc, les Agoudas avaient l'habitude de célébrer la fête. Bon, à un moment, c'était populaire, mais à un moment, ils célébraient, mais pas de façon populaire à la maison. On invite des proches, on partage les repas ensemble. C'était plus ou moins une fête intimiste. Oui, c'est devenu intimiste. Oui. D'accord. Exactement. Maintenant, Donc, vous avez pensé en faire une fête encore un peu plus grande ou revenir à l'ancienne pratique de fête de foi, de partage et de convivialité. Voilà, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes ethniques qui s'organisent, qui font des fêtes. Wemehwe, Abessignalé, Torihwe, etc. etc. Oui. Donc, nous avons senti qu'il était nécessaire aussi que nous montrons que nous sommes toujours là, que nous existons à travers cette fête. Et comment ça va se passer? Il y a 2 jours qui sont prévus. Ça commence déjà demain et après-demain? Oui, exactement. En fait, la fête se célèbre le 24 juin. D'accord. Le 24 juin, qui est considéré comme la date de nativité du prophète Jean-Baptiste. D'accord. Mais elle commence en réalité la veille au coucher du soleil, c'est-à-dire autour de 19h, où on se retrouve, on se regroupe et on allume un feu qui symbolise la purification et la protection contre les esprits maléfiques et autres. Oui. Et on passe un moment ensemble, la musique, il y aura de la samba, il y aura des artistes invités à Bouddha, parce qu'il y en a plein parmi nous. Donc ils vont animer un peu autour d'un pot. Ensuite, le lendemain, nous nous retrouverons à l'église Saint-Jean. D'habitude, cette fête se célébrait à l'église, à la chapelle du fort portugais Aouida. Bon, aujourd'hui, avec toutes les réformes qu'il y a eu, on a dit, bon, on va la faire ici à Cotonou. Ah, ça va être à Cotonou et non à Aouida. Et non à Aouida. D'accord. À l'église Saint-Jean. Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Qui est lié au prophète dont nous parlons. Donc, la messe sera à 12h30. D'accord. Demain, hein? Oui. Demain, non, le mercredi. Le mercredi à 12h30. Mais demain, c'est à 19h. C'est à 19h qu'on se trouve. Et donc, demain étant la veille, c'est ça? Hein? Exactement. Parfait. Alors, la veille à 19h, c'est à Cotonou aussi? C'est à Cotonou. Nous avons retenu un point à Fidrosset-Plage. Bon, nous avons négocié avec un restaurant, bar qui a de l'espace. Pour pouvoir faire le feu. Voilà, pour faire le feu, exactement. Et passer un moment agréable ensemble. Donc, le Fidrosset à Saint-Jean. Exactement. D'accord. Et les participations, il y a certainement une plateforme sur laquelle les gens pourront se retrouver pour la participation. Oui, il y a une plateforme. Il y a une plateforme sur laquelle les gens sont. Et ça se fait aussi de bouche à oreille. Donc, la participation il y a, qu'est-ce que veut dire, après la messe, on se retrouve tous au restaurant où il y aura un déjeuner. Pour festoyer. Voilà. Il y a beaucoup de mets que nous mangeons quotidiennement qui sont des mets Agouda, mais beaucoup ne le savent pas. Donnez-nous quelques exemples. Moi, personnellement, je connais par exemple le Fechouada. Le Fechouada qui est le plus connu. Il y a le Ablo que nous mangeons tous les jours, qui est un mets Agouda. D'accord. En portugais, on dit Abolo.
Ah, d'accord. Exactement. Il y a le maïs même, qui est une culture importée du Brésil. Oui. Donc, c'est pour cela que les deux sont liés. Donc, nous allons manger du maïs frais avec du beurre et autres. Oui. Il y a le manioc, d'accord, également, qui est venu de là-bas. Il y a le gari. Bon, bref, il y a un peu de mets agouda que nous allons développer. Le feijoada, le sarabouya, le concada, il y en a plein. Hein, le blocotor et tout, mais le blocotor n'est pas à jour. Et donc, la fête aura lieu demain et après-demain. Disons que nos frères et sœurs Agouda vont se retrouver. Ce matin, on en a un parmi nous, Dorego, c'est lui qui est à la réalisation. Ah, d'accord. Dorego est à la réalisation. Oui. Voilà. Dorego, c'est Ange Dorego. Il est Ange Nickel Dorego, il est à Agouda aussi. Donc, on va le suivre pour l'accompagner, pourquoi pas. Bien sûr, tout le monde est invité. Mais déjà, ce n'est pas limité seulement aux Agoudas, parce que les Agoudas sont très bien insérés dans la société. Beaucoup ont des mères locales, donc c'est la famille au fait. On va commencer par souhaiter bonne fête aussi à notre Da Silva, Ariane, qui est aussi Agouda. Et bien voilà. Alors, monsieur Domingo Olivier, si vous avez un mot de la fin, que diriez-vous? Quel appel avez-vous à lancer pour que cette fête connaisse une grosse mobilisation pour que désormais ça va être périodique? Exactement, ça sera périodique. Donc nous invitons tout le monde qui veut connaître plus ce groupe social du Bénin, qui veut connaître tout ce qu'ils ont apporté à la société de la côte, au Bénin, au Nigeria, au Togo, au Ghana, même à Abidjan, de venir à la fête et que nous festoyons ensemble. D'accord. Parfait. Rendez-vous est pris donc. Merci. Allez, merci beaucoup. J'apprête déjà mon ventre pour feijoader. Ah ouais, vous venez de créer le verbe action de manger du feijoada. Oui. Voilà, signé Patrick Diosso. Patrick, merci beaucoup. On se retrouve demain pour d'autres événements à la une. Oui. Par la grâce de Dieu. Allez, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va à présent parler du Bénin qui est en mouvement. On va parler de musique, on va parler de pas mal de choses. Jennifer Stativi, déjà sur ce plateau, on va parler donc de musique, on va parler de Bénin en mouvement, on va parler de ceux-là qui font avancer le pays. Jennifer, bonjour. Bonjour Alain, comment allez-vous ce matin? Je vais super bien. Ce matin, vous avez décidé de nous parler de musique. Absolument, vous savez, le Bénin évolue et justement, nous avons cet ambassadeur-là, j'ai envie de dire, qui a dignement représenté le Bénin sur le prix Découverte RFI Musique. Mais on ne va pas tout de suite aller à Opa puisqu'on a compris qu'il s'agit de lui. Alain, l'un des précurseurs d'une émission de détente à la radio. Il s'appelle bien entendu Vladimir Cagnolari. On le reçoit pour nous parler un peu de son parcours avant justement de venir au prix Découverte RFI. Mesdames, Messieurs, il s'agit donc d'un grand nom de la radio France Internationale, RFI, qui depuis près de 30 ans consacre son travail à l'exploration des musiques et des cultures africaines à travers la radio, les émissions et les projets culturels qui ont marqué plusieurs générations d'auditeurs. Certaines personnes le connaissent certainement. Vladimir Cagnolari, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous êtes non seulement journaliste, animateur, mais surtout directeur adjoint de la Radio France Internationale en charge de la musique. C'est bien cela? C'est exactement ça. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va en venir au prix Découverte plus tard, mais d'abord, on commence par vous. Selon nos sources, vous êtes ethnologue de formation. C'est bien ça? Vos sources sont exactes. Alors, comment s'est faite la transition, justement, qui vous emmène à la radio en tant qu'animateur? Alors en fait, moi j'ai fait des études, on appelait ça à l'époque l'ethnologie, on dit plus anthropologie aujourd'hui, mais parce que j'étais très intéressé par les cultures non occidentales et en particulier africaines. Donc j'avais choisi cette spécialisation-là. J'étais déjà parti en Afrique plusieurs fois à l'époque. Et en fait, c'est au cours de ces études-là que j'ai fait, comme on appelait ça à l'époque, un terrain pour faire le mémoire de maîtrise à Madagascar pendant 6 mois. Et en fait, c'est là que j'ai découvert la radio et RFI. Puisqu'en fait, c'était la radio francophone qui émettait là-bas. Et donc, je me suis intéressé à l'actualité africaine et à tout ce qui concernait l'Afrique en écoutant les émissions et les journaux Afrique. Quand je suis rentré en France,
pour poursuivre mes études. J'ai commencé un stage à RFI. Et puis ça ne m'a jamais vraiment quitté depuis. Et justement, vous intégrez RFI en 1998. Est-ce qu'à cette époque-là, vous saviez déjà que vous allez consacrer une grande partie de votre carrière à tout ce qui est immersion au sein du continent africain, à tout ce qui est musique et culture africaine? Bon, c'était un peu pour ça que j'étais arrivé à RFI, mais je ne savais pas du tout même que j'en ferais mon métier et ma vie. En 98, quand j'arrive à RFI, je suis en stage, je suis encore un tout jeune homme. Et puis ça a enchaîné aussi parce que, sans doute, dans les études universitaires pures et dures, bon, on écrit des mémoires, puis des thèses, et puis il y a 10 gars dans le monde qui vont lire la même chose que vous parce que c'est trop pointu, quoi. Et je trouvais que la radio avait ce pouvoir aussi de vulgariser, de faire partager à un plus large public des connaissances. Et c'est pour ça, je crois aussi, que je suis resté à la radio. La musique, c'était pas forcément mon sujet principal, mais elle m'accompagnait en permanence parce que les musiques, elles sont une manière de raconter les sociétés. Oui. Et ça, c'était vraiment la chose qui m'intéressait le plus. S'intéresser à la société, mais qu'est-ce qu'on dit dans les chansons? Qu'est-ce que les musiques racontent, les traditions musicales, etc. Donc, à chaque fois que je partais en reportage, parce que ça a été beaucoup ça ma vie au début, et surtout en Afrique, c'était, même si je faisais un reportage santé, éducation, société, peu importe, toujours, je m'intéressais en même temps à ce qu'il y avait comme musique sur place. Ouais. Et justement, pendant 30 ans, je le disais, vous avez parcouru quand même un peu de fond en comble différentes cultures, différents genres musicaux. J'ai envie de connaître les grandes leçons que vous retenez de tout ce qui est culture, musique africaine. D'abord, la modestie. Parce que ce patrimoine-là, qui est toujours en mouvement, est tellement vaste, tellement immense, qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. Personne même peut en faire le tour. Exactement. Mais ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est que, justement, il y avait quelque chose qui m'intéressait, et je pense qu'il est toujours aussi vrai, c'est-à-dire que la musique, c'est vraiment comme un média. En tant que tel. C'est-à-dire qu'elle raconte, elle chronique la vie quotidienne, elle sert pour les chansons de sensibilisation, de campagne politique, enfin bref, dans tous les moments de la vie, on trouve de la musique. Et c'est vrai dans le monde contemporain, mais c'est vrai aussi, je dirais même dans tout ce qui est culture villageoise et traditionnelle, les naissances, les mariages, les baptêmes, les funérailles, la musique est partout quand on va au champ. Et cette chose-là est restée même à la ville dans la manière dont la musique reste une manière de faire passer des messages. Absolument. Vladimir Cagnolari, voilà, j'y arrive. Je ne vous en veux pas, j'ai un prénom russe, un nom italien, donc ça complique. C'est normal. Alors, dites-nous, quand une radio ou bien un média est fait d'abord pour promouvoir de la musique, quand le média se retrouve à être acteur intégral, je vais dire, de la production musicale, qu'est-ce que cela représente pour la culture? Vous faites référence à RFI en l'occurrence. Oui. Alors nous, on fait de la production musicale pas vraiment en tant que telle. C'est-à-dire que peut-être quand on parle, et on en parlera du prix découverte RFI, on a un rôle d'accompagnement. Mais nous, notre travail, c'est surtout de faire découvrir, de faire la promotion au sens où faire émerger des talents parce qu'on en parle, parce qu'on fait des articles, parce qu'on fait des papiers ou des reportages ou qu'on les invite dans nos émissions. Donc c'est leur donner cette fenêtre pour s'internationaliser. Et je pense que c'est ça vraiment qu'on fait plutôt que de la production au sens studio. Maintenant, on capte régulièrement du live en studio, ou on capte des concerts dans des salles. Donc là, dans ces cas-là, on est un petit peu plus côté production, c'est vrai. Et justement, en parlant de production, il y en a une qui a marqué avec votre collègue Soro Solo. Vous avez créé d'abord l'Afrique enchantée, puis le bal de l'Afrique enchantée qui a fait danser tout un continent et bien au-delà. Alors, comment est née cette aventure déjà et pourquoi, selon vous, elle a pu marquer autant le public? Alors ça, il faut que je fasse un tout petit peu de contexte. Soro Solo, d'abord, c'est mon vieux père, comme on dit en Côte d'Ivoire. On s'est connus là-bas, puis il est venu en France à un moment donné où la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire était compliquée. Et à l'époque, moi je travaillais bien sûr à RFI, mais on a proposé à la radio nationale, qui est un peu différente, qui s'appelle France Inter. Donc il y a Radio France Internationale et chez nous... Il y a Radio France Inter. Franchement, ça crée la confusion. Mais en tout cas, France Inter, qui est la radio nationale, toujours de service public, un programme, au départ c'était un programme estival, qui s'appelait l'Afrique enchantée, pour dire aussi que grâce aux chansons, on allait essayer d'initier les auditeurs français qui ont une connaissance tout à fait succincte, il faut bien le dire, des cultures et même de l'histoire africaine. On allait leur faire découvrir justement ça à travers les chansons.
Et ce programme, en fait, qui était censé être une petite hebdomadaire d'été, est devenu une quotidienne, puis s'est perpétué. Et à ce moment-là, je dois bien le dire, je suis parti de RFI pour être sur la radio nationale, parce qu'il y avait cette mission aussi de se dire que nos compatriotes, quand bien même nos histoires, depuis le temps de la colonisation, nous lient, en fait, ont une connaissance vraiment trop petite. Pour ne pas dire limitée. Oui, et encore, le mot est faible. Et donc, en fait, c'est une manière... en fait, la chanson, c'est une manière... C'est comme quand on veut, comment dire... donner un médicament à quelqu'un. On met un peu de sucré ou de chocolat dessus, il est plus doux. La chanson permet ça, en fait. Et elle permet de parler de choses des fois très sérieuses, politiques, historiques, mais à travers toujours ce médium-là. Et donc, l'émission a bien fonctionné, si bien qu'on a créé une formule scénique, c'est-à-dire plutôt que d'être nous, comme ça, dans un studio, à raconter nos histoires et à jouer nos disques, eh bien, on avait un orchestre qui reprenait les grands standards du Bembeya Jazz, de Franco Luambo, et qui racontait un peu une traversée de 50 ans de musique africaine, comme ça. Et on a tourné, je ne sais plus combien de dates on a fait, mais dans toute la France, on a été à La Réunion, au Canada, et c'était un vrai plaisir, parce que quand on est mélomane comme nous, être sur scène, raconter nos histoires, mais avec un orchestre qui vous pousse. C'était magnifique. D'ailleurs, j'en profite, si vous me le permettez, parce que je pense qu'il est du côté de Pobé, dans la région de Porto Novo. Michel Pinheiro, que je salue, qui est un excellent... Un des sacéros béninois. Voilà, excellent tromboniste, chanteur, qui nous a très très longtemps accompagnés avant de venir se réinstaller ici chez vous au Bénin. Alors, avec la permission de la réalisation, allez, on va suivre cet extrait, on va découvrir un Vladimir tout déchaîné et on sent vraiment sa passion. C'est bien sûr dans cet extrait du bal de l'Afrique enchantée. Alors, on va demander à Maître Baloukanta de nous faire une démonstration de cette fameuse pommade. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Ceux qui m'ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à Djamena, la capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec et je te ma misère. Et voilà mon sommeil. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ouais, j'ai plein de belles toi. Cancelo, On applaudit pour Vlad, s'il vous plaît. L'Afrique enchantée, mais là, c'est toute une chaleur. Hein, J'étais jeune à l'époque, hein, c'était il y a 15 ans déjà. J'ai plus le même cardio. Vous m'avez vu danser le bikouti, j'ai combien sur 20 19 sur 15. Je me garde vos noter. Ah non, moi je mets un 18 d'office. Ah, pour être tranquille. Alors, Vladimir, dites-nous, quand on est mélomane dans l'âme comme vous l'êtes, vous avez forcément rencontré Polyrythmo. Oui, j'ai rencontré Polyrythmo à l'époque où ils ont eu, j'ai envie de dire, une seconde vie. Où notamment ils ont réenregistré des albums, là je parle du début des années 2000, peut-être 2004, 2005, ma mémoire est plus précise. Et j'avais à l'époque fait un long entretien, d'ailleurs vraiment intéressant, avec Mélomé Clément,
Et ça avait été un moment incroyable. Et on les avait retrouvés, les Polyrythmos, lors d'un grand festival qui s'appelle les Nuits de Fourvière à Lyon, où ils jouaient en ouverture d'Angélique Kidjo. Donc on avait fait une émission, justement, l'Afrique enchantée, sur la radio nationale, avec Angélique et avec le Polyrythmo. Et ça aussi, c'était un grand moment, quoi. Ah ouais. Et justement, on se rend compte que vous avez parcouru différents rythmes. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force de l'Afrique en matière de rythme, de la musique africaine, j'ai envie de dire? C'est comme un immense trésor toujours à exploiter et qui d'ailleurs, on le sait, à travers l'histoire de la traite, a aussi donné naissance à de multiples genres partout dans les Amériques. Et ce sont ces musiques-là, finalement, qui sont devenues les musiques mondiales. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'Afrique, sans passer par ce détour, influence directement le monde. Bon, on le voit bien avec vos voisins très envahissants culturellement du Nigeria. Mais l'air de rien, c'est une musique qui est partie d'Afrique et qui infuse partout. Et puis, on voit bien aussi comment les rappeurs de chez nous en particulier viennent tous chercher des choses ici, parce que c'est aussi leurs racines souvent, et parce qu'en fait, l'innovation, la profusion, cette manière en fait d'arriver à fournir toujours des idées musicales, pour moi, ça vient d'Afrique. Donc, et il est temps que l'Afrique influence directement le monde sans passer par des intermédiaires. Et ce n'est pas nouveau quand on sait que Michael Jackson, dans son Soul Makossa, a repris littéralement Manu Dibango. Alors oui, mais il n'a pas eu l'honnêteté de l'appeler avec le nom de la chanson de Manu. Ça c'est vrai, malheureusement. Oui, Shakira aussi, etc. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver à son terme aussi, parce qu'on est beaucoup plus connectés tous ensemble. Donc ce genre d'emprunt ne peut plus se faire, comment dire, impunément aujourd'hui. Alors moi, quand on vous suit, on se rend compte de la richesse, mais on a parfois l'impression que justement les Africains, la musique africaine a un peu de mal à se hisser sur les grandes scènes mondiales, sur les premières places de la scène mondiale déjà. Est-ce que vous avez fait ce constat et comment peut-être changer la donne? Bon, moi j'ai l'impression que sur ce chemin-là, le constat demeure vrai, hein, mais je trouve qu'on progresse puisqu'il y a quand même... il n'y a pas plus tard qu'un mois maintenant, même pas, Fally Ipupa faisait ces 2 stades de France. Bon, c'était une première. Et que de plus en plus, les grands artistes du continent remplissent des très grandes salles chez nous et sont intégrés au circuit mondial. Maintenant, souvent, effectivement, il y a un gap entre ceux qui commencent à vraiment être très populaires dans leur pays. Ensuite, il faut qu'ils le deviennent à l'échelle continentale avant de passer ce cap-là. Et je crois que là-dessus, il y a un vrai travail à faire, un peu partout d'ailleurs, sur la structuration de ces filières musicales. Alors ça fait très technique comme ça, mais au fond, pour que les artistes vivent de leur art, pour qu'ils puissent progresser, et progresser, ça veut dire monter ces échelons-là, en fait, il faut qu'il y ait un cadre parfois légal, celui des droits d'auteur, qu'il y ait des structures d'accompagnement, qu'il y ait de la formation aussi, parce qu'un artiste, il peut lui-même se former, c'est important, mais indépendamment de son talent, il faut qu'il ait un entourage. Comment on gère des tournées, qui s'occupe de la promo, ainsi de suite. Qui fait les bookings. Pardon ? Qui fait les bookings, par exemple. Oui, et c'est en fait aussi toute cette structuration qui va faire que les artistes seront mieux outillés et mieux armés pour affronter l'international, choisir qui les représente là-bas. Par exemple, justement, un booker en Europe ou en Amérique. Mais pour ça, il faut pouvoir parler avec ces gens-là et connaître tous les tric-trac de leur métier. C'est ça. Et justement, Alain commençait à le dire, hein, depuis 2024, maintenant, vous êtes en charge de la musique à RFI. Déjà, quelles sont, je dirais, vos principales missions aujourd'hui? Et Alain parlait de façon globale. Et quels sont vos accompagnements, tout ce qui est prévu pour interagir avec les radios béninoises, j'ai envie de dire? Alors, pour répondre à la première partie de la question d'abord, moi je m'occupe finalement de coordonner et de donner la ligne éditoriale globale musicale de RFI. Ça veut dire que ce soit les émissions musicales, les programmateurs qui choisissent les morceaux qui vont entrer dans les émissions non musicales ou dans les tranches d'infos. Il y a aussi bien sûr les concerts qu'on capte et qu'on diffuse. Et puis, il y a notre fameux prix Découverte RFI dont on va reparler. Et tout ça, c'est en fait, il y a beaucoup de gens et qui ont du talent, qui travaillent sur la musique. L'idée, c'est qu'on arrive à travailler de manière plus coordonnée pour défendre plus fortement la musique sur notre propre antenne, déjà, et pour lui donner encore plus de rayonnement. Ça, c'est la chose. Maintenant, sur la collaboration, notamment avec les radios béninoises, moi, je sais que
les quelques jours que j'ai passés ici, j'ai eu l'occasion de rendre visite à des confrères, de participer à des émissions. Et pour moi, c'est toujours intéressant, d'abord parce que j'apprends. J'apprends parce qu'évidemment, la scène béninoise, elle est diverse, elle est aussi très dynamique. Et en fait, il y a plein de choses qui ne nous parviennent pas forcément. Donc, bien sûr, nos programmateurs vont chercher des choses, mais par rapport à la profusion de ce qui est produit, en fait, on a beaucoup de choses où on a besoin de se mettre à jour. Donc, en fait, moi, ce que je souhaite et ce que j'appelle de mes voeux, c'est que justement, tous les gens qui s'occupent un peu de musique ici, producteurs, animateurs radio, artistes, nous envoient davantage leurs productions. Souvent, en fait, le Bénin n'est pas assez représenté aussi parce que les productions ne sont pas adressées, en fait, d'envoyer le dernier single, un EP ou un album, mais avec une biographie de l'artiste, par exemple, pour qu'on sache qui est la personne. Et donc, tout ce travail-là, je pense qu'il faut qu'on le fasse davantage et que l'écosystème musical béninois nous tienne informés. Donc on a notamment une adresse mail générique pour recevoir toutes ces productions qui est prog.musical@rfi.fr. Prog, P-R-O-G. .musical@rfi.fr et ça arrive à la programmation musicale qui écoute et qui redispatche ensuite. Et plus on a de choses qui nous arrivent, plus il y a de chances aussi de les faire émerger sur nos antennes. Alors, ça va être sans intermédiaire, ça va être sans protocole. On va repréciser l'adresse musical, donc avec E à la fin. Voilà. Alt, ce qu'on appelle arrobase, voilà, RFI. Voilà, c'est bien noté, hein. Je pense qu'on va les artistes ont donc pris bonne note. Et les journalistes également, hein. J'imagine qu'il y a des programmes, des stages, des formations. Alors pour l'instant, en fait, il y a des choses qui sont faites, mais par exemple dans le cadre de la bourse Ghislaine Dupont École Verlon, qui est un prix de journalisme et de technique, où là effectivement il y a des formations et des stages. Il y a aussi des correspondances avec les écoles de journalisme. Donc je sais qu'on reçoit régulièrement des stagiaires à la rédaction qui viennent d'écoles africaines de journalisme. Et c'est vrai que dans le domaine musical ou du journalisme musical, c'est quelque chose qu'il faut encore qu'on fasse, qu'on défriche. Donc je suis ouvert. C'est un terrain presque vierge. Exactement. Pour le dire ainsi. Absolument. Merci. Alors, on en vient à présent à la substance de cet entretien-là, le prix découverte RFI, où cette année, OPA a rehaussé l'image du Bénin depuis 1981. Si mes recherches sont exactes, c'est le premier Béninois à gagner. Avant de revenir, on va suivre un bout de sa prestation pour laquelle, justement, vous êtes là et on revient. Tu peux voir qui sont mes bourreaux, ceux qui se réjouissent que je reste à zéro. Oh mon Dieu, toi qui peux tout voir de là-haut, toi qui peux voir combien me sourit, mais qui jalouse ma petite réussite. Venons chanter, la liturgie venons chanter, le dos, le tissu, maïm de mon bêtile. Venons pour moi. Tout petit bout de cette prestation d'OPA et on ne va pas, on va pas marquer une pause, on enchaîne justement avec le prochain extrait, là où vous lui remettez le trophée. À son prix. Donc je vais appeler Nasty Nesta pour remettre le prix découverte RFI 2026. Ah, on me dit que les territoires sont là. Mesdames, si vous êtes avec nous, il faut nous rejoindre absolument tout de suite. Et voilà, on les applaudit. Papa, maman, bravo. Hein. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Alors, Vladimir, ce prix, que représente-t-il pour un artiste africain comme OPA? C'est d'abord
une possibilité de se faire découvrir à l'international. Et c'est fondamentalement la vocation du prix. C'est vrai que dans on va dire, le package qui va avec, il y a une dotation qui est une aide à la création financière qui est faite pour être injectée dans ses propres projets. À lui de voir comment il a envie de les investir. Enregistrement d'un nouvel EP, tournage de clips, production d'un concert particulier. Bref, ça c'est son histoire avec son équipe parce qu'il est très bien entouré. Et puis, il y a évidemment cette mise en lumière que nous on fait puisqu'on suit nos prix sur leur production, sur ce qu'ils font, sur leur tournée et cette fameuse tournée de concerts qui va le mener vraisemblablement dans une dizaine de pays d'Afrique. On doit finaliser exactement le programme parce que ça se passe avec les instituts français qui sont répartis dans les différents pays. Et le programme est en train de s'élaborer. Ça sera en octobre, novembre prochain. Et il y aura très certainement aussi en amont de cette tournée-là, une date parisienne. Donc l'idée, c'est vraiment de le faire découvrir à un maximum de gens et pour lui aussi d'élargir son public, d'élargir aussi les marchés potentiels pour sa musique. Pourquoi pas en escale dans un pays, en collaborant avec les artistes locaux, en faisant des featuring, qui font que justement on partage les audiences et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on se construit une audience plus panafricaine. Donc ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Et puis, bien sûr, comme tous nos prix découvertes, comme tous les lauréats, on garde toujours, on chemine avec eux dans l'histoire. Donc, on continue à tenir nos auditeurs au courant de ce qu'ils font et surtout à jouer leur musique. Alors, très rapidement, on a compris, Opa, il représente un talent. Il y en a eu également d'autres. On a vu Ninesta, Teriba et d'autres également qui ont participé au prix Découverte RFI, Yeroyeton, entre autres. Qu'est-ce qui a penché en la faveur de Opa et comment percevez-vous le reste des talents? Alors franchement, il faut bien le dire, tous ceux qui arrivent en finale, en général, donc il y a 10 finalistes, et ces 10 finalistes-là sont toujours des gens de grand talent. C'est-à-dire, quelque part, ils mériteraient presque tous de l'avoir, mais il faut un vainqueur. Et les débats ont été longs et passionnés, et passionnants aussi, parce que parmi les 3 derniers qui restaient, puisqu'on procède en notant les 5, on garde les 5 premiers, et puis les 3 premiers, et puis on arrive aux gagnants. Les 3 étaient très méritants, et je pense que le petit truc en plus qu'avait Opa, c'est qu'il jouait une musique qui est à la fois une musique, j'ai envie de l'appeler, qui est de l'afro-pop mondiale, c'est-à-dire qu'elle s'intègre parfaitement à un courant musical que les jeunes, que ce soit chez nous, ici chez vous, ou aux États-Unis, ou ailleurs dans le monde, écoutent. Donc c'est vraiment une musique qui porte toute une génération. Et à l'intérieur de cette musique, que je dirais mondialisée, il intègre des éléments qui sont proprement béninois, qui va puiser dans le patrimoine traditionnel et qu'il met au goût du jour, qu'il façonne avec sa musique. D'ailleurs, on voit bien aussi comment cette musique-là, il l'a très bien mariée avec sa propre langue, le fongbe, si bien que ça aussi, c'est un mélange qui n'appartient qu'à lui. Donc c'est tous ces éléments-là, et en se disant que ce jeune homme-là, qui n'a que 25 ans, avait un véritable potentiel de développer une carrière à l'international, et c'est le but du jeu. Alors, allez, Vladimir, je crois qu'on ne va pas recevoir Jennifer, un grand animateur, sur ce plateau sans lui donner l'occasion de faire comme si on était à la radio et de lancer un élément. Alors, et justement, on a prévu, Alain, un clip pour finir, le clip Chéchéché de Opa, sur lequel on va prendre congé de vous. Mais ce sera vous, Vladimir, qui allez lancer, donc l'antenne est à vous. Ah, Chéchéché, Chéchéché. Ça, c'est vraiment le titre de Opa qui est paru il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui me l'a fait découvrir, qui m'a envoûté, qui m'a enjaillé même, parce que je l'ai vraiment trouvé extraordinaire. Et puis c'est le chemin, Chéchéché, c'est le chemin qu'il nous a donné en fait pour mieux le connaître. Alors si vous ne le connaissez pas encore, eh bien il est vraiment temps de vous rattraper. On va écouter tout de suite, pour votre plus grand bonheur et pour le vôtre aussi, Chéchéché, c'est Opa, et c'est tout de suite, ici, sur la télévision béninoise. C'est boy J. Again, on you ready to throw Opa. Ça go cool, boy, nous, j'ai plus d'économie. Dende Dion chérie, ana komi di konami. When are you, I just want. When you did, why no give me this kind of way you give me. Back and all the flow me, I don't do it. Don't come me
C'était là donc Jennifer et son invité. Mesdames, Messieurs, on va quitter la musique pour la santé. Et ce matin, dans son élément, Christelle Tongodo choisit de nous parler de la tuberculose. Voici Instant Santé. Envoyer Anifat au tableau pour nous aider à réaliser l'activité de la dernière fois. De retour devant ses élèves après sa guérison, cette enseignante mesure le chemin parcouru. Il y a quelques années pourtant, rien ne laissait présager qu'elle allait devoir affronter la tuberculose. Moi, de retour devant mes apprenants aujourd'hui, je dirais d'abord que c'est une grâce pour moi. Et une grande fierté, une joie immense parce que ce n'est pas tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont été touchés par la maladie de la tuberculose qui en sont sortis vivants. Et aujourd'hui, moi, je peux, et je suis comptée parmi les vivants encore. Et c'est pour cette raison que je dis que c'est une grâce et une grande joie pour moi. Les premiers signes apparaissent progressivement. Fatigue, difficulté à assurer ses cours, absence répétée, son quotidien professionnel s'en trouve bouleversé. Quand on ne se sent pas bien, on n'arrive pas à bien travailler. Et en tant qu'enseignante également, quand j'ai commencé par ressentir cette difficulté, il m'était difficile de travailler. D'abord, le travail de l'enseignant, c'est un travail harassant comme on le sait. Il fallait préparer les fiches, mais voilà que tu n'es pas en santé. La préparation des fiches, d'abord, était tout un problème pour moi. C'est vrai que je n'avais pas abandonné le travail de sitôt. Je m'efforçais pour y aller, mais il arrivait des moments où j'étais obligée d'appeler les écoles pour leur dire que, vu ma santé, je ne peux pas être au cours. Donc cela a affecté négativement mon travail et m'a rendu même, je dirais, pas autant efficace comme je l'étais avant d'être touchée par cette maladie. Mais au-delà de la maladie, elle doit aussi composer avec une autre inquiétude, le regard des autres. Pour dire vrai, mon entourage professionnel pendant ce temps ne savait rien de mon état. Mais bon, je ne leur avais pas révélé mon statut parce que, n'ayant pas la bonne information concernant cette maladie, je me disais que quand ils vont l'apprendre, ils seront forcément obligés de m'écarter. Donc c'est pour éviter ce genre de stigmatisation, même de discrimination, que j'ai préféré alors garder le silence les concernant. Mais c'est mon entourage immédiat, ceux avec qui je vivais, qui savaient de quoi je souffrais. Sans vous mentir, ceux-là qui étaient tellement proches de moi, ils m'ont soutenu. Ils ne m'ont pas du tout écarté. C'est eux qui m'ont soutenu, c'est eux qui m'ont aidé à suivre le traitement jusqu'au bout et aujourd'hui, je peux être comptée parmi les vivants. Tout commence en 2020. Concentrée sur la réussite de ses apprenants aux examens, elle néglige son propre bien-être. Peu à peu, les symptômes s'installent. C'était en 2021, précisément vers la fin de l'année scolaire 2020-2021, pendant que j'ai conduit mes apprenants dans une intense période de bachotage parce qu'ils devaient aller à l'examen du BPC. En ce moment-là, j'avais négligé un peu mon alimentation. Tout ce qui comptait pour moi, c'était comment faire pour avoir un bon rendement lors de la proclamation des résultats. Et pendant ce temps, il faut reconnaître que je faisais les révisions avec les enfants, mais j'ai commencé par constater à mon niveau déjà une perte de poids, mais avant que cette perte de poids ne survienne, c'est déjà des fièvres répétées chaque soir. Je pensais à un simple palu, j'ai fait des traitements, ça n'allait pas. Et à un moment donné, la toux, j'ai constaté que j'ai commencé par tousser. Tout intempestif, je dirais. Je n'avais pas du tout le temps, surtout dans la nuit profonde. Et très tôt le matin, tu tousses jusqu'à ce que tu te demandes même qu'est-ce qui m'arrive. Et également, je n'avais plus l'appétit. Donc pour moi, c'était le palu. Comme je l'avais dit, j'ai traité tellement le palu. Quand on traite, on pense qu'on est guéri, mais c'est juste des satisfactions. Quelques instants après, ça revient.
Donc c'est comme ça que je l'ai traîné. Et il faut avouer qu'avant cette période où j'ai commencé par constater ces symptômes, j'ai par le passé, je dirais sur près de 2 ans, j'allais dire, j'avais déjà perdu la voix. C'est quand j'ai consulté et que j'ai su que c'est la tuberculose que j'ai réalisé que c'était ça qui se manifestait de cette manière. Et voilà, et bon, je n'avais pas du tout la paix. Face à une toux persistante qui ne disparaît pas malgré plusieurs traitements, un proche l'encourage à consulter dans un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. J'ai commencé par tousser, une toux intempestive. Je peux dire que c'est la toux qui a alarmé maintenant. Et un oncle à moi, je dirais, un soir, qui nous a visités à la maison. Et j'ai commencé par tousser. Et quand il a vu, il a observé le temps pendant lequel j'ai toussé, il a dit ça là maintenant, il faudrait qu'on consulte. Et c'est lui qui m'a orienté vers Lazaret. Et le lendemain, très tôt déjà, lui-même, il nous a accompagnés là-bas. Le diagnostic est alors confirmé. Une annonce qu'elle accueille avec sérénité, consciente qu'elle va enfin pouvoir comprendre l'origine de son mal. Pour la plupart que je rencontre, quand on dit, ils disent, quand on leur a annoncé que c'est la tuberculose, ils étaient inquiets, ils ont paniqué. Mais moi, c'était le contraire. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, Covid sévissait correctement. Ce dont moi j'avais peur, c'était la Covid. Et quand on m'a dit que ce n'est pas la Covid et que c'est la tuberculose, moi j'ai poussé un ouf de soulagement d'abord. Le moindre, voilà. Donc quand on m'a dit que c'est tuberculose et aussi je savais déjà que la tuberculose était une maladie curable, je me suis dit, ce qui me reste maintenant, c'est de me confier au protocole et puis d'avoir la guérison. Donc ici, nous sommes dans l'une. Pendant qu'elle entame son traitement, les équipes de santé s'activent dans ce centre pour confirmer les cas et assurer une prise en charge rapide des patients. Il est automatiquement envoyé au niveau de notre système de laboratoire, d'information du laboratoire, et donc nous pouvons donc faire une validation biologique de ces résultats-là et les imprimer afin de les remettre au prescripteur. Ainsi, avec le résultat, le prescripteur pourra décider du traitement qu'il pourra adopter. Voilà. Donc, vous ne donnez pas le résultat directement. En fonction de la politique du Programme national de lutte contre la tuberculose, tous les résultats positifs sont systématiquement remis à un prescripteur pour pouvoir s'assurer que ce malade-là sera correctement pris en charge. Les résultats négatifs qui viennent de l'extérieur, nous pouvons les remettre au patient, quitte à ce qu'il le remette à son prescripteur. Au laboratoire, plusieurs dizaines d'échantillons sont analysés chaque jour. Une étape essentielle dans la lutte contre la tuberculose. Alors, docteur, en moyenne, combien d'échantillons sont analysés dans ce laboratoire par jour? Alors, tout dépend de la période de l'affluence. Il faut dire qu'en moyenne, nous analysons 20 à 30 échantillons par jour pour le test de GenExpert MTB-RIF, ce que je viens de vous montrer pour le diagnostic de la tuberculose. Chez nous, au Bénin, avec toute la population, nous avons environ 4000 nouveaux cas de tuberculose par an, avec une trentaine de cas de multirésistants. Voilà, donc nous n'avons pas une trop grosse prévalence pour la tuberculose, mais nous nous battons quand même pour que ces chiffres-là puissent diminuer. 4000 cas de tuberculose, c'est quand même beaucoup. Être résistant à la... Pour les spécialistes, la qualité du prélèvement reste déterminante afin de détecter avec précision la bactérie responsable de la maladie. Il n'y a pas de critères particuliers. Lorsque le patient reçoit la demande de son prescripteur, il nous l'amène et nous essayons d'expliquer au patient, lorsqu'il s'agit des crachats, nous lui expliquons comment est-ce qu'il faudra produire un crachat de bonne qualité. De bonne qualité parce que ça nous donne, nous, plus de chances au laboratoire d'obtenir la bactérie lorsque le patient est porteur de la maladie. Cette maladie infectieuse touche principalement les poumons et se transmet d'une personne à l'autre. Il faut dire que c'est une maladie qui atteint préférentiellement les poumons. Dans 80 à 90% des cas,
mais toutes les autres parties de l'organisme peuvent être atteintes par cette maladie. Toux persistante, fièvre, sueur nocturne, perte de poids ou fatigue prolongée, autant de signes qui doivent conduire à consulter rapidement. Les signes d'alerte de la tuberculose, le premier signe le plus important, c'est la toux. Et dans ce cas, c'est une toux chronique. Une toux chronique, c'est-à-dire une toux qui fait plus de 2 semaines, ou une toux pour laquelle des antibiotiques usuels ont été utilisés, mais il n'y a pas eu de satisfaction. En dehors de la toux, c'est des sujets qui vont présenter une transpiration nocturne, c'est-à-dire qu'ils auront une transpiration anormalement abondante. Et c'est des gens qui vont faire une fièvre sur tous les soirs, qui va persister, qui va durer dans le temps, malgré tous les antipyrétiques qu'ils peuvent prendre. Également, c'est des sujets qui seront fatigués, très asthéniques et qui ne pourront rien faire. C'est des sujets qui également auront un manque d'appétit, l'anorexie, et c'est des sujets qui auront un amaigrissement important. Ils vont perdre beaucoup de poids et ce qui va se remarquer généralement par des sujets dont les pantalons qu'ils portent habituellement flottent et ils ne tiennent plus à la ceinture. Durant son parcours de soins, cette enseignante a pu compter sur le soutien de ses proches, un accompagnement précieux pour surmonter la maladie. Pendant ce temps, mon entourage immédiat, qui était constitué rien que de ma mère, mes soeurs, mon frère et l'oncle qui nous a orientés vers le CDT, je dirais, ils ont été d'un soutien énorme pour moi. C'est eux qui m'ont soutenu à suivre le traitement jusqu'au bout. Ils ne m'ont pas du tout stigmatisé, discriminé comme je l'apprends avec d'autres personnes. Si la tuberculose continue de susciter des préjugés, les patients ont avant tout besoin d'écoute, d'information et d'accompagnement. Effectivement, nous apprenons qu'avec certains patients, ils sont victimes de stigmatisation, de discrimination de la part de leurs proches et autres, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce qu'en tant que patient, surtout de ce mal-là, on a besoin du soutien de l'entourage. Parce que ce n'est pas seulement les médicaments qui guérissent. Non. Même si tu suis le traitement correctement et que celui qui doit te soutenir, ou bien il y a des gens qui sont autour de toi et qui te discriminent, cela pourra alors, je dirais, intensifier tes difficultés. Et bien que tu suives ton traitement, tu peux ne pas être guéri. La tuberculose se soigne et la guérison est possible lorsque le dépistage est précoce et le traitement correctement suivi, comme le rappellent les spécialistes. Il y a des traitements qui sont efficaces s'ils sont bien respectés et la guérison, elle est possible. Ce que nous pouvons dire en résumé, c'est que la tuberculose de nos jours n'est plus une fatalité. Les signes, effectivement, ressemblent aux signes d'autres maladies, mais il faut que nous ayons en tête qu'un sujet qui tousse depuis plus de 2 semaines doit se rendre dans un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. Ces centres existent sur toute l'étendue du territoire et il y a tout au moins un centre dans chacune des 77 communes du Bénin. Et donc, une fois dans ce centre, ce sujet fera l'examen des crachats qui est gratuit dans tous ces centres. Et une fois le diagnostic posé, ce sujet pourra être mis sous traitement. Le traitement également est gratuit puisqu'il est subventionné par l'État béninois avec l'appui du Fonds mondial. Et donc, le traitement existe, les moyens de diagnostic existent et ils sont gratuits. Il faut juste que les populations puissent se rendre dans ces centres adaptés pour se faire dépister et pour pouvoir suivre le traitement. Ils sont partout, dans les boutiques, à la maison, à l'école, et nos enfants en raffolent. Les aliments ultra transformés, biscuits, bonbons, nouilles instantanées, chips, boissons sucrées, snacks, gâteaux, pizzas industriels, les saucisses et saucissons. Ce sont des aliments fabriqués par l'industrie dont la composition naturelle a été
fortement modifiés. Le problème, bien qu'ils soient faciles d'accès, pratiques et prêts à être consommés, les aliments ultra transformés contiennent très peu de nutriments utiles, presque pas de vitamines, presque pas de fibres, mais en revanche, ils sont très riches en sucre, en sel, en mauvaise graisse, en colorants et additifs chimiques, ce qui ne fait aucun bien à la santé. Prenons quelques comparaisons simples. Une canette de boisson sucrée de 33 centilitres, c'est environ 8 morceaux de sucre. Pourtant, l'OMS recommande de réduire la consommation des sucres ajoutés. Les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser l'équivalent de 4 morceaux de sucre ou 4 cuillères à café de sucre en poudre par jour. Prenons un paquet de nouilles instantanées. C'est l'équivalent de plusieurs sachets de sel en une seule portion. À force d'en consommer, ces aliments fatiguent le cœur, le pancréas et augmentent le risque de maladies chroniques même chez les enfants et les jeunes. Alors que faire? La solution est simple. Manger local, manger frais, manger naturel. Fruits et légumes, légumineuses, poissons, œufs, viande maigre. La règle est donc claire. Moins d'aliments ultra transformés, plus d'aliments naturels. Préserver sa santé, c'est possible en faisant les bons choix dès aujourd'hui. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Ulvaeus Balogun, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Les journaux ce matin parlent des négociations entre le Bénin et le Niger pour la réouverture rapide des frontières. Tout à fait Alain, les comités d'experts, on va dire, du Bénin et du Niger mis en place au lendemain notamment de la visite du président Romuald Wadagni à Niamey se sont réunis ce week-end à Cotonou pour la première fois. Le sujet unique au cœur de leurs échanges, c'était bien évidemment la réouverture de la frontière commune des deux pays. L'événement précis affiche à ce propos rencontre des experts bénino-nigériens sur la réouverture des frontières. Le Niger pose ses exigences, le Bénin rassure. Selon le journal, la partie nigérienne, au terme de la réunion de Cotonou, a fixé ses conditions intangibles pour la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Premièrement, la signature d'un accord de défense et d'un accord de sécurité qui pose le principe intangible de la non-utilisation du territoire de l'un contre l'autre, de la transparence totale sur les dispositifs étrangers stationnés à proximité de la frontière et la création opérationnelle d'une cellule bilatérale de fusion de renseignements. Deux préalables face auxquels le Bénin rassure, précise la presse du jour. À en croire la presse du jour, pour les autorités béninoises, cette rencontre marque une étape importante dans la normalisation des relations avec le Niger. C'est d'ailleurs pourquoi des garanties ont été données pour une ratification des conclusions de la rencontre de Cotonou. Le matinal de préciser que les derniers obstacles sont en train ainsi d'être levés pour une réouverture des frontières. Le journal explique que les délégations vont se retrouver bientôt à Niamey pour la phase de finalisation des conclusions issues de la rencontre. Et c'est là que devraient être paraphés les accords officiels sur la défense, la sécurité et la coopération douanière. Pour ce quotidien, le fil renoué entre Cotonou et Niamey paraît aujourd'hui plus solide, puisque les deux pays auront réussi à transformer la défiance en dialogue et le dialogue en perspective heureuse. La nation de conclure à ce sujet que la réouverture des frontières se précise, car justement, le week-end qui vient de s'achever en aura posé les fondations. Et pour les deux nations, c'est déjà beaucoup. Et justement, sur le plan national, Ulvaeus Balogun, le budget de l'État exercice 2026 a été rehaussé.
Tout à fait, et c'est le quotidien de service public, La Nation, qui nous apprend que l'adoption du test a été faite à l'unanimité des députés de la 10e législature, présents et représentés vendredi dernier au Parlement. Selon le journal, cette adaptation budgétaire traduit une orientation claire, celle d'un État qui réajuste ses instruments budgétaires pour mieux répondre aux priorités du moment, tout en consolidant les fondamentaux de sa politique économique et financière. Mieux, la trajectoire de croissance est maintenue dans un contexte international et national en constante évolution. Il s'agit donc d'un ajustement qui prolonge ambition économique et prudence budgétaire dans le respect des engagements communautaires et des exigences de discipline financière, détaille le journal qui reprend ainsi les conclusions du rapport de la Commission des lois. Le matin, de poursuivre que le gouvernement obtient l'onction du Parlement pour son collectif budgétaire. Et à l'autre quotidien de conclure, le président Ouadani remporte son premier défi parlementaire avec la loi de finances rectificative. C'est ainsi que prend fin cette émission de ce jour. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention. On se retrouve demain, mais restez câblés sur les programmes de BNTVK. Le meilleur, c'est ici.